Dans son testament solennel daté du 14 décembre 1829, François-Georges Lepaillard fait de son épouse Josette Daigneault sa légataire universelle. Donc, quand il décède en 1934, Josette hérite de l'ensemble de ses biens, y compris de sa terre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les veuves et les femmes célibataires sont celles qui jouissent de la plus grande autonomie juridique et administrative, puisque les épouses sont soumises à l'autorité de leur mari. Au Québec, le droit des épouses va évoluer très lentement. Il va, par exemple, falloir attendre 1931 pour qu'elles aient le droit d'acquérir leur salaire indépendamment de leurs époux. Puis il va falloir attendre encore 1964 pour qu'elles puissent administrer l'ensemble de leurs biens, comme peut le faire une femme célibataire. En comparaison, en Ontario, ces droits-là sont acquis respectivement en 1872 et 1884. Cela dit, les épouses du Québec jouissent d'une situation légale et patrimoniale plutôt enviable, du fait qu'elles ont hérité d'outils juridiques de l'Ancien Régime, comme la communauté de biens et le douaire coutumier. Le douaire coutumier va permettre d'assurer une certaine subsistance aux veuves. Donc, par exemple, si l'époux possédait un hôtel particulier avant le mariage, eh bien, l'épouse n'en deviendra pas propriétaire, mais elle va néanmoins pouvoir percevoir les sommes. Donc, on comprend que les épouses ont une certaine autonomie qui est assez enviable dans la société, mais cette autonomie-là va varier selon les dispositions prises dans le contrat de mariage et dans le testament. Alors, à supposer qu'il y ait un remariage ou qu'il n'y ait pas d'enfant, bien certaines dispositions vont être appelées à changer. Alors, Josette Daigneault, en tant que veuve et en sa qualité de légataire universelle, dispose d'une grande autonomie. Elle peut administrer ses biens, elle peut les vendre, elle peut les léguer, etc. Et elle va se prévaloir de ces droits-là en 1842 lorsqu'elle vend à sa fille aînée, Luce Catherine Lepaillard, un lopin de terre pour la somme de 50 livres. Catherine étant célibataire au moment de la transaction, elle jouit elle aussi d'une certaine liberté, c'est ce qui va permettre aux deux femmes de faire ce contrat-là ensemble. On voit d'ailleurs quand on lit le contrat que Catherine reçoit une dot en fait. Donc en février de la même année, Catherine va marier Richard Hull et à partir de ce moment-là, elle cesse de signer des papiers et l'administration de ses biens vient aux mains de son mari. Ce qui est intéressant par contre, c'est que Catherine va faire bâtir une maison sur le lopin de terre et c'est la maison Gravel dont on peut aujourd'hui visiter les ruines consolidées.